Écoutez, merci beaucoup à vous toutes et à vous tous de votre présence. Je reconnais certains visages qui sont des habitués de notre site, j'en découvre d'autres. Et là, voilà, au fond, notamment l'équipe de la classe. Alors j'ai un petit papier parce que je suis très content de vous présenter Fabrice Midal. Je suis ravi que vous puissiez faire sa connaissance. Je sais que certains d'entre vous le connaissent déjà. J'ai un papier parce que Fabrice est un personnage tout à fait riche, complexe au sens positif du terme. Donc je vais te présenter, je sais que c'est toujours compliqué d'entendre parler de soi en étant face à un public, mais tu vas arriver à surmonter ça sans difficulté. Donc Fabrice Midal est philosophe, mais c'est peut-être surtout aussi un grand enseignant du bouddhisme. Il s'est formé auprès de nombreux maîtres tibétains. Alors, je m'étais dit qu'avant que la conférence, la rencontre démarre, il fallait absolument que je te demande comment prononcer le nom de Chogyam Trungpa. C'est exactement comme ça. Donc, ce maître tibétain dont tu as fait vraiment connaître l'œuvre en France et que tu considères comme quelqu'un de particulièrement important dans le bouddhisme. Tu viens de publier un CD dont parlait Catherine de méditation guidée, que je vous recommande et qui est présent à la librairie voilà, de ce soir. Mais tu n'es pas qu'un enseignant bouddhiste, un philosophe, tu es aussi un artiste et un poète, tu es aussi un éditeur comblé, puisque tu diriges aux éditions Belfond une magnifique collection dont je vous recommande beaucoup de titres, qui s'appelle L'Esprit d'ouverture, qui est vraiment une grande réussite éditoriale. C'est pas facile, c'est de faire connaître au public français les traductions d'ouvrages étrangers. Et il y a beaucoup de titres de ta collection qui ont été des best-sellers. Donc voilà, tu es un homme particulièrement actif. Et tu es aussi une personne qui, moi, me fascine parce que tu sais faire des choses que je ne sais pas du tout faire. Évidemment, tout ça me fascine beaucoup. Et notamment, tu sais être intransigeant et radical. Et alors ça, au début, c'est un truc qui m'impressionnait beaucoup chez Fabrice parce que je ne savais pas ce qu'il y avait derrière. Alors maintenant que je le connais, je sais que c'est un homme gentil, bon, qui a vraiment toutes les qualités pour contrebalancer ses côtés si radicaux. Et du coup, ça fait vraiment des vraies prises de position extrêmement sincères et complètes. Enfin voilà, je ne vais pas te casser les pieds à te faire ton espèce de portrait raccourci et caricatural, puisque en fait, le but de cette soirée, comme je te le disais, c'est de prolonger notre réflexion qu'on a entreprise depuis 3 rencontres sur la méditation et de te faire parler de la place que la méditation tient dans ta vie en tant que personne, puisque tu es évidemment un méditant, et aussi en tant qu'enseignant, c'est-à-dire en tant qu'humain et en désir de transmettre des connaissances pouvant aider à la fois les individus, les groupes et la société. Donc, si tu veux bien qu'on démarre par cette réflexion. Voilà, tu précises un peu par où qu'est-ce que tu veux que je commence. Le rôle dans la société, mon expérience sur la méditation. Traditionnellement, on aime bien que les invités nous parlent de la manière dont eux ont été touchés par la méditation, ce qu'elle leur apporte, comment ils la pratiquent. Voilà, j'ai commencé comme ça. J'ai découvert la pratique de la méditation. Enfin, on m'en a parlé pour la première fois, j'avais 14 ans. J'écrivais des poèmes et j'ai rencontré un bibliothécaire qui m'a parlé de la méditation et de la voie du Bouddha. Et j'ai trouvé ça très intéressant et en même temps je me suis dit c'est pas du tout pour moi. Et ça a été comme ça jusqu'à mes 21 ans. Et quand j'ai eu 21 ans, je trouvais, c'est vraiment rigolo de dire ça, je me suis dit j'ai fait le tour de tout et ça ne marche pas. Et c'est comme ça que c'est vraiment rigolo. Il faut vraiment avoir 21 ans pour avoir cette naïveté-là. J'avais des études de philosophie, j'avais été très déçu de mes études de philosophie à la Sorbonne. Je trouvais que j'avais rencontré des professeurs très brillants. Et puis dès qu'ils sortaient de cours, il n'y avait pas de correspondance et d'unité entre ce qu'ils disaient et leur vie. Et j'avais connu un professeur très brillant et j'avais été dans sa famille.
Et la manière dont il parlait à sa femme m'avait absolument, je me suis dit, là, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Et un peu en désespoir de cause, un peu désespéré, je suis allé pratiquer chez des gens qui transmettaient la pratique de la méditation comme Shogan Trungpa l'a enseigné pour l'Occident. Alors j'avais très très peur avant d'aller dans l'appartement. La seule chose que m'avait dit cette personne que j'avais connue pendant cette année, c'est viens avec des chaussettes qui ne sont pas trouées. Et après j'ai compris pourquoi. Quand vous entrez, il faut enlever ses chaussures pour pratiquer. Et dès la première fois où je me suis assis, on m'a reçu dans une petite salle et on m'a donné l'instruction de méditation qui n'est pas très différente de celle que je donne dans le coffret. Et dès qu'on m'a donné l'instruction de méditation, j'ai senti une possibilité. C'est difficile de dire rétrospectivement, mais peut-être une possibilité de continuer à vivre, une possibilité qu'un chemin réel s'ouvre. Et je me souviens d'une des choses qui m'a le plus frappé. Je connaissais cette personne depuis 7 ans, que je trouvais un petit peu bizarre. Et quand je l'ai vu pratiquer, j'ai été frappé par la dignité qu'il manifestait, la dignité de tous les gens qui pratiquaient. Comme je fais aujourd'hui, il ne pratiquait pas dans une posture compliquée, simplement assis sur un coussin, les jambes croisées devant soi, pas la position zazen, rien de particulier, mais juste de se tenir droit, juste d'être en rapport à quelque chose de la vérité de leur propre être, de manière simple, sans calcul, sans fabrication. Ça a été vraiment un choc, cette première séance de méditation. Je voyais au fond quelle était la dignité de l'être humain. Qu'il y avait une dignité de l'être humain qui ne dépend pas des conditions, qui ne dépend pas de nos qualités, qui ne dépend pas de notre naissance, qui ne dépend pas juste quelque chose de fondamentalement humain qu'on touche quand on pratique la méditation. Et ça m'a beaucoup impressionné. Alors ça a été vraiment l'horreur pour moi, la première séance de méditation, parce que je voulais faire ça très bien. Je voulais faire ça très bien. Je voulais faire ça très très bien. Alors j'étais comme ça sur mon Je voulais vraiment être présent. Alors, après 2-3 heures la première séance, c'était juste 3 quarts d'heure, après j'ai fait un week-end, et après quelques heures de cette posture, quelqu'un est passé derrière moi et dit « tu peux te détendre un peu ». C'était un peu... mais même si j'avais ce côté un peu crispé, je sentais et je voyais cette possibilité de toucher cette autre dimension de la réalité. Et puis c'est comme ça que je me suis engagé et j'ai commencé à faire de très nombreux séminaires, de partir aux États-Unis. L'année suivante, je suis parti faire un séminaire qui durait 3 mois, qui avait lieu dans le Colorado, où on pratiquait 15 jours en silence, 8 heures par jour, et puis les 15 jours suivants, on pratiquait le matin, tout en ayant des enseignements sur différents aspects de la voie du bouddhisme, toujours ancré dans la pratique de la méditation. Car je suis même gêné de dire que je suis bouddhiste, parce que je ne me sens pas bouddhiste au sens d'une religion, au sens d'une identité. Mais c'était ce qui m'a intéressé dans le bouddhisme, c'est la pratique de la méditation, point. Le reste venait à partir de la pratique. Et le coup de génie de Shogan Trungpa, et je n'aurais pas suivi ce chemin s'il n'y avait pas eu Shogan Trungpa. Pour moi, ce qui a été déclencheur, c'est la rencontre avec l'enseignement de Shogan Trungpa. Shogan Trungpa est celui qui, le premier, s'est dit ce qu'on doit transmettre en Occident, c'est la pratique de la méditation. Aujourd'hui, la pratique de la méditation commence à être connue et à s'incorporer dans notre monde. Mais il y a 40 ans, quand les premiers maîtres sont venus en Occident, c'était pas du tout dans l'idée. Et la plupart des maîtres bouddhistes n'enseignaient pas la pratique de la méditation comme on le fait aujourd'hui. Ils enseignaient des rituels, des pratiques complexes, des récitations de mantras, des visualisations, ou alors, ça c'est dans la tradition plutôt tibétaine, et dans la tradition zen,
Il y avait cette austérité et cette difficulté de la posture corporelle du zen. Mais il n'y avait pas du tout cette manière que nous avons aujourd'hui de comprendre la méditation. Et en tout cas pour la tradition tibétaine, Shogen Trungpa était assez pionnier en disant laissons tomber tout le reste, d'abord expliquons la pratique de la manière la plus rigoureuse et la plus précise possible. Et c'est ça qui m'a parlé. Je dois dire que par nature, j'ai rien du tout contre, mais par nature, j'ai pas du tout un tempérament religieux. Encore une fois, c'est pas du tout une critique pour ceux qui ont un tempérament religieux, mais je ne me suis jamais senti à l'aise dans un corpus religieux, et entrant dans la voie bouddhiste, ça n'a pas changé. Je suis beaucoup plus du côté de la philosophie et de la poésie, de l'art, que du côté du religieux, du côté de cette aventure où on ne sait rien et qu'on doit toujours recommencer à neuf. Quand un peintre fait un tableau, il ne sait pas d'avance le tableau qu'il va faire, il doit recommencer à neuf la peinture. Ce qui m'a intéressé dans la voie bouddhiste, c'est cette nécessité de recommencer à neuf. Et évidemment, j'étais d'autant plus aidé que Shogen Trungpa a toujours été passionné par la poésie et par l'art. Il était d'abord l'ami des poètes de la Beat Generation, d'Allen Ginsberg, et Shogen Trungpa de manière tout à fait unique et assez qui témoigne bien de la manière dont il était. Quand il a rencontré Allen Ginsberg, qui était ce très grand poète américain, en France on connaît mal la poésie américaine et on connaît mal la poésie russe, et c'est très dommage. La poésie américaine et la poésie russe ne sont pas du tout comparables à la poésie française. La poésie française, pour nous, elle est considérée, peut-être à tort, comme réservée à des gens qui aiment la poésie, comme quelque chose d'un peu à part. Aux États-Unis, Allen Ginsberg récitait ses poèmes avant les concerts de Bob Dylan. Dans les universités, quand il y avait une lecture de poètes, il y avait des milliers de gens qui venaient écouter les poètes. En Russie, il y a aussi le même phénomène pour d'autres raisons. Donc, Allen Ginsberg était un poète de tout premier plan, et il rencontre Shogen Trungpa. Shogen Trungpa aide un taxi dans les rues de New York, et Ginsberg lui vole son taxi parce qu'il est avec son père qui était malade, et c'est comme ça qu'ils se rencontrent, ils se présentent, ils se voient plus tard, et ils sont dans une voiture, ils roulent, et Ginsberg lui lit Mexico City Blues de Jacques Kerouac. Vous connaissez peut-être l'amitié très profonde qui a toujours lié Ginsberg et Kerouac. Et Mexico City Blues, qu'on peut trouver aujourd'hui en poche aux éditions du Seuil, est un ouvrage absolument exaltant, lumineux. Trungpa entend ça, et c'est vraiment un choc pour lui. Il se dit est-ce que tu veux devenir mon maître en poésie? Et donc ils font un pacte. Ginsberg devient le maître en poésie de Trungpa, et puis Trungpa est devenu le maître en méditation d'Allen Ginsberg. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que c'est cette approche-là qui m'a plu. Non pas l'aspect, encore une fois, religieux, même si je n'ai rien contre cet aspect religieux, mais l'aspect d'expérience nue et directe, d'avoir à recommencer à neuf, à faire l'épreuve à neuf. Donc mon parcours a donc été de faire ces séminaires aux États-Unis, ce séminaire de 3 mois, et d'y retourner à peu près tous les ans. Puis il y avait des séminaires en France, en Europe, donc j'ai eu beaucoup de chance rétrospectivement d'être formé de manière avec tous les étudiants Shogen Trungpa et parmi les plus grands maîtres de la tradition tibétaine qui venaient enseigner dans les centres qu'avait fondé Shogen Trungpa. Et c'était voilà, ce qui m'a touché, c'est donc cette première expérience de présence, cette manière d'être en rapport de manière très radicale à la liberté. J'ai écrit un livre qui s'appelait Risquer la liberté, et en y pensant rétrospectivement des années après, voilà peut-être une phrase qui résume pour moi l'expérience de la méditation. Apprendre à risquer la liberté. Apprendre à savoir qu'il n'y a d'existence que pour autant qu'elle se risque. On ne sait pas d'avance. Alors je sais que c'est un peu particulier aujourd'hui parce qu'il y a une mécompréhension qui fait que la méditation est peut-être trop souvent et mais un peu trop étroite, comprise comme une manière d'essayer de se calmer, de se déstresser à tout prix. Et ça n'a pas été mon chemin.
mon chemin, ça n'a pas été la méditation pour me déstresser, c'était pour aviver la vie, pour être le plus vivant possible. Et cette très belle phrase d'Artaud, il parle d'ameuter la vie. Et ce qui m'a touché dans la méditation, c'est la manière dont ça intensifie l'existence, dont ça ameute la vie, dont ça vous fait prendre des risques. Et quand on me demande quel était au fond l'essentiel de ce que j'ai appris par la méditation, je dirais faire de ma vie une aventure. Il y a des gens qui partent à l'autre bout du monde, qui font des voyages incroyables, qui vivent des aventures comme ça étonnantes. Moi, j'ai l'impression que la plus grande aventure qu'on puisse vivre, c'est dans l'épreuve de la méditation. Parce que vous découvrez des paysages incroyables, vous découvrez des états d'être, de peur, des tas de choses absolument surprenantes. La vie devient une expérience passionnante, palpitante. Il y a un autre élément, je crois, crucial de l'expérience que j'ai pu faire de la méditation, c'est un sens de confiance primordial. Je crois que la méditation, en tout cas, il y a plein d'approches de la méditation, et je ne veux pas dire que la mienne est la seule, elle est même très singulière d'un certain point de vue. Ce qui m'a touché dans la méditation, c'est cette découverte d'un sens de confiance primordial. Quand la pratique vous apprend que quelles que soient les épreuves que vous traversez, de peur, d'inquiétude, de tristesse, d'angoisse, de désespoir, tous les accidents qui ne peuvent pas manquer d'arriver dans la vie deviennent l'occasion d'un travail, l'occasion d'une plus grande ouverture, d'une plus grande remise en question. Et ça a été qui peut se faire parce que vous touchez un sens de confiance primordial. Vous touchez que il y a quelque chose de primordialement bon dans l'être humain. Et ce n'est pas une croyance, ce n'est pas une conviction, c'est l'épreuve que nous faisons, que j'ai faite dans la pratique de la méditation. Vous voyez comment vous êtes traversé, vous perdez pied, et vous voyez comment quelque chose de bon vient indépendamment de l'effort, de la volonté qu'on pourrait avoir. C'est la conception occidentale part beaucoup du fait que si on se laisse être, ça va mal finir. Et nous vivons avec une sorte d'inquiétude qu'il y a un monstre au fond de nous. La pratique de la méditation m'a montré qu'il n'y a pas de monstre au fond de nous. Et je ne veux pas en parler légèrement parce que ça fait des années que je travaille et je me rends compte au fur et à mesure de la pratique et des différentes retraites que je fais que cette idée est très subtile. On croit qu'on en est libre et on se rend compte qu'il y a quand même cette forme de ressentiment contre soi, cette forme de doute contre soi qui nous habite comme même malgré nous. Et la méditation nous délivre de ça. Elle nous montre qu'il y a quelque chose d'incroyablement bon au cœur de nous et qu'on peut se détendre. Et qu'on ne pratique pas parce qu'on a peur d'être envahi par des émotions, mais on pratique pour retrouver ce sens de confiance qui nous rend libres, qui nous rend plus alertes, plus à même de traverser les différentes épreuves. Donc c'est vraiment ce sentiment de plénitude de l'existence qui me touche. Et encore une fois, je suis très sensible à l'exemple de grands artistes qui n'ont pas toujours la vie la plus facile, mais qui sont en rapport à une profondeur de réalité, une profondeur de vérité qui me semble au cœur de l'expérience de la méditation comme j'ai pu et comme je peux la vivre. Donc voilà un peu comment je pourrais essayer de répondre à ta question. Merci beaucoup Fabrice. Alors, je vous rappelle qu'on va discuter ensemble, on va questionner notre invité. Donc je ne vais pas te relancer moi-même, même s'il y a beaucoup de choses évidemment passionnantes. Parce qu'il y a une deuxième question sur laquelle j'aurais aimé que tu nous racontes, que tu nous décrives et précises ta position, c'est celle de ta démarche qui consiste, c'est un peu le titre d'un de tes livres, celui de tes livres que je préfère, un de tes livres que je préfère, c'est Quel bouddhisme pour l'Occident, puisqu'au fond tu es en quelque sorte un militant
du fait que nous devons, je ne sais pas si on peut dire adapter, mais en tout cas, on ne va pas importer un bouddhisme fait de folklore oriental, mais on a pensé un bouddhisme occidental. Ça, je suis très content qu'on puisse parler de ça. Ça, c'est ma conviction la plus profonde. Et là, c'est vrai, je suis très content de la présentation que tu as fait de moi. J'ai un côté engagé, et même parfois un peu iconoclaste, c'est vrai. Et une des choses qui me semble absolument décisive, c'est que si le bouddhisme a un sens, il doit être un bouddhisme pour l'Occident. Le bouddhisme est né en Inde, il s'est transmis jusqu'au Japon. Entre le Japon et l'Inde, la différence est abyssale. C'est pas la même culture, c'est pas la même langue. Nous, Français, on est beaucoup plus proche du monde indien que du monde japonais. Nous, on a maintenant l'idée que le bouddhisme c'est quelque chose d'oriental qui serait différent de l'Occident. Mais ça n'est pas vrai. Entre le Japon et l'Inde, c'est le monde indien comme le monde du Mésil. Nous vivons dans le monde indo-européen, nous avons la même structure. Il y a beaucoup de mots sanscrits qu'on retrouve dans les racines, dans les mots français. La structure qu'explique Dumézil sur la tripartition qu'a construit la société occidentale entre ceux qui sont en rapport au sacré, les druides, les brahmanes, puis ceux qui sont en rapport au pouvoir temporel, les chevaliers, les kshatriyas, et puis ceux qui sont ce qu'on appelait autrefois le tiers-état. Cette structure est commune au monde indo-européen, elle n'est pas du tout commune au monde japonais. Donc l'idée que l'Orient serait bouddhiste est une idée qui ne repose pas sur le moindre examen. Si le Japon a fait un bouddhisme japonais, et on dit en français on dit bien bouddhisme japonais, bouddhisme tibétain, vous ne dites pas christianisme français, christianisme anglais, ou catholicisme français, catholicisme espagnol. Le catholicisme se pense dans une universalité commune à tous les pays catholiques. Le bouddhisme se pense, s'est pensé, s'est construit comme à chaque fois devant s'inventer dans le rapport au pays où il se plaçait. Alors après ça devient absolument passionnant parce qu'il y a des dieux locaux ou une vie poétique dans chaque monde. Il y a une vie poétique préalable au monde bouddhiste au Tibet, la tradition Bön. Il y a une tradition très riche au Japon, la tradition Shinto. Le bouddhisme, quand il vient, a essayé d'incorporer à lui, en leur donnant un autre sens, ces traditions locales. Il les a intégrées. Quand vous demandez à un japonais est-ce que vous êtes bouddhiste, il ne comprend pas votre question. Il est bouddhiste pour la mort, il est shintoïste pour les mariages, il peut être confucianiste à un autre moment de sa vie. Maintenant, pour les mariages, c'est souvent le christianisme parce que je trouve que la robe blanche est l'idéal. Et alors, on voyait partout Mais il n'y a pas d'identité. Le bouddhisme n'a pas besoin d'avoir une identité. Donc je crois que si nous voulons comprendre le bouddhisme, qui est d'abord la pratique de la méditation, qu'est-ce qu'était le Bouddha? C'est quelqu'un qui a pratiqué la méditation. D'abord, il s'est assis, il a pratiqué. On pourrait peut-être dire quelques mots après comment il a découvert la méditation. Et c'est d'abord cet engagement dans la pratique qui dessine le chemin du Bouddha. Donc je crois que c'est ça qui est important d'acclimater chez nous. Là, mon engagement est d'autant plus décidé qu'il y a un vrai danger de confondre le fait de chanter en tibétain avec une voix grave ou en japonais, de manger des sushis et de porter un kimono noir avec le fait de comprendre la pratique de la méditation. Et malheureusement, ça a l'air vraiment un peu idiot ce que je dis, et pourtant on voit que cette collusion a eu lieu, qu'on a eu un moment une sorte d'admiration pour le Tibet. Le Tibet est un pays qui me bouleverse au plus haut point, mais être pour le Tibet, être ému par la culture tibétaine et vouloir manger des momos, c'est formidable, je comprends très bien, mais ça n'est pas comprendre la tradition du Bouddha. Et je crois que cette distinction est très importante, parce que sinon, il y a un danger d'une folklorisation et aussi de quelque chose de rêvé. Ça, c'est peut-être le troisième point de mon analyse. On a aimé à un moment quelque chose du bouddhisme, c'est un peu moins le cas aujourd'hui, d'un bouddhisme qu'on rêvait. Alors on voyait des sages qui
avec des figures de sorte de perfection, mais qui ne correspondent pas à notre vie. Et je crois que c'est tout à fait dommageable que le sens du Bouddha, c'est comment on peut aider une société donnée grâce à la pratique de la méditation. Donc, si le Bouddha a un sens, si cette voie a un sens, c'est qu'est-ce qui aujourd'hui, la question principale, c'est qu'est-ce qui aujourd'hui est notre faiblesse, qu'est-ce qui aujourd'hui est notre force, et comment la méditation peut nous aider. À ce moment-là, on aura un bouddhisme vivant. C'est encore une fois, le mot bouddhisme, j'aime chaque fois que je le prononce, parce que c'est une invention du 19e siècle, le mot bouddhisme. On n'emploie jamais le mot bouddhisme, parce que ce n'est pas une identité. Nous, on pense toujours en termes d'identité, pour des raisons philosophiques complètes que je ne vais pas vous expliquer ce soir, mais on pense tout en termes d'identité. Dans le bouddhisme, ce n'est pas une identité, c'est la voie du Bouddha. La voie du Bouddha comme exemple de quelqu'un qui s'est engagé dans la pratique de la méditation. Et là, il faut dire deux mots sur le Bouddha et cet homme qui, à un moment dans sa vie, s'est dit que c'est par le déploiement de l'attention qu'il y aura une réponse à ce qui peut faire sens dans l'existence humaine. Tout le monde pratiquait la méditation du temps du Bouddha. Le Bouddha n'a pas inventé la méditation. Mais ce que le Bouddha a inventé, c'est une méditation qui ne débouche pas sur un état de paix particulier, mais sur une lucidité plus grande, sur une pleine conscience, sur une clarté. Ça, c'est absolument crucial. Tout le monde pratiquait des formes de méditation. Mais le Bouddha, c'est la méditation ne vise pas à atteindre un état de calme, un état de paix. Ça, c'est tout à fait dangereux, parce qu'on peut s'intoxiquer dans cette paix. C'est voir avec clarté ce qui est. Donc la méditation n'est pas une concentration, c'est d'abord une grande clarté. Alors, la méditation bouddhiste inclut un élément de paix, mais uniquement en tant que cette paix peut nous aider à déployer cette plus grande clarté qui nous rend plus à même de voir clairement ce qui est, clairement notre emprisonnement, clairement ce qui fait défaut. Donc un bouddhisme pour l'Occident, c'est un bouddhisme qui répond à la situation de notre temps. Et je trouve que souvent, le discours bouddhiste qu'on entend, parce qu'il est décalqué sur ce qui pouvait se passer au Tibet ou au Japon, ne nous répond pas et nous prend même de travers. Un des exemples dont nous avions parlé dans une discussion, c'est par exemple la notion de vacuité. On parle beaucoup dans le bouddhisme de vacuité, mais pas enseigner la vacuité à un paysan tibétain ou enseigner la vacuité à un occidental du XXIe siècle, ça n'a rien à voir. Un paysan tibétain pense que le monde est sacré et a un rapport presque magique à l'ensemble de la réalité. Un arbre, c'est là où il y a une divinité. Le fleuve, c'est là où il y a une divinité. Donc lui dire, attention, il y a quelque chose de vide, ne t'accroche pas au phénomène, est une manière très profonde de le ramener à la plénitude de la présence propre à la pratique de la méditation. Attention, ne tombe pas, si vous voulez, dans une idolâtrie de l'âme. Ça, c'est la manière dont la vacuité va aider ce phénomène-là. En Occident, quand nous parlons de vacuité comme ça, à nous qui sommes tellement profondément marqués par le nihilisme, si vous voulez, les bouddhistes sont marqués, les populations, pas les bouddhistes, les populations tibétaines sont marquées par l'éternalisme. Vous savez, on dit beaucoup le bouddhisme, c'est ni l'éternalisme ni le nihilisme. Le paysan tibétain, il est éternaliste. Il a tendance à penser qu'il y a quelque chose qui est une sorte de ce que je vous ai dit. En Occident, nous sommes profondément nihilistes. Nous pensons que rien n'existe. Nous pensons qu'un fleuve, c'est rien. Et que si on doit mettre un barrage sur le fleuve pour en prendre l'énergie, c'est ça qui en est vrai. Que les vaches n'existent pas, que c'est juste une donnée matérielle, et que s'il faut en tuer, parce qu'on a le risque de la vache folle, des milliers, on ne tue pas des êtres, on liquide une production animale. Et ainsi de suite, notre rapport à la réalité est un rapport qui est privé de l'ampleur de réalité. Donc par exemple, voilà, si on veut faire un bouddhisme pour l'exemple, on ne peut pas parler de la vacuité de la même manière en Occident qu'en Orient. Il faut d'abord parler de qu'est-ce qui fait la souffrance propre à l'Occident. Et par exemple, dans les enseignements bouddhistes, il y a toute cette notion de la bonté primordiale du monde. Et je pense qu'on devrait
enseigner d'abord la tradition bouddhiste, si on devait l'enseigner à l'Occident, en insistant sur cette bonté qui devrait faire qu'on a un autre rapport à la nature, à l'environnement, aux autres, et que cette attention de la pratique, avant de dire que tout est vide, devrait nous emmener à respecter avec plus de douceur, avec plus de patience, avec plus de tendresse, l'ampleur de la réalité qui est si profondément saccagée et qui fait que les êtres humains en Occident ne sont pas malheureux parce qu'ils croient que l'arbre est sacré, ils sont malheureux parce qu'il n'y a plus d'arbres. L'idée de dire bonjour à un arbre ne leur vient plus à l'esprit. Donc le rapport d'attention et de présence s'est extraordinairement appauvri. Si la voie du Bouddha, c'est la confiance dans la présence, cette confiance que c'est la présence elle-même qui guérit, que c'est la présence elle-même qui nous soulage, alors il faut porter ça dans toutes ses conséquences. Dans ses conséquences, dans le respect de la personne humaine, de la naissance à la mort. Dans le fait qu'un être humain ne devrait jamais devenir un objet comptabilisé. Et quand je dis un objet comptabilisé, nous pensons de plus en plus que les êtres humains sont des objets comptabilisés. On fait des sondages, on fait des statistiques, on mesure les choses immédiatement en nous mettant dans des cases. Quelque chose de la présence de notre être est oublié. Et je crois que ce que la méditation peut nous dire, c'est comment retrouver cette présence qui fait la dignité de l'être humain. Et voilà quelques pistes, disons, de comment je trouve que un bouddhisme pour l'Occident, c'est la seule manière d'être fidèle au bouddhisme. Alors moi, je dis, en allant jusqu'au bout, qu'il ne s'agit pas d'adapter le bouddhisme à l'Occident, il s'agit de penser le bouddhisme à neuf. Et chaque peuple a fait ça, chaque époque l'a fait, et notre tâche à nous occidentaux, c'est d'interroger le bouddhisme de là où nous en sommes, de lui poser des questions, pas de le recevoir de manière aveugle, comme une tradition qu'il faudra répéter parce que des gens nous l'ont dit, mais le questionner à neuf. C'était déjà l'engagement du Bouddha. Dans les textes du Bouddha, il y a l'enseignement que je vous donne. Si vous ne le martelez pas comme l'or, il ne sera pas vivant. Et je crois que voilà la perspective qui me semble nécessaire de développer. Et je me sens d'autant plus autorisé à faire cela que Shogun Trungpa a montré la voie, s'étant engagé très profondément dans cette direction. Merci beaucoup Fabrice. On va passer à la deuxième partie de nos rencontres, celle des questions, des discussions avec notre invité. Est-ce qu'il y a quelques questions que vous auriez à poser à propos soit de la première partie, de toute l'importance de la méditation, soit de la seconde concernant cette nouvelle façon de penser le bouddhisme, notamment dans notre pays, qui est un pays comptant beaucoup de pratiquants bouddhistes d'ailleurs. En Europe, je pense que la France est peut-être le ou un des pays Absolument. Qui est le plus riche. Absolument, et ça, c'est très étonnant parce que c'est une tradition française de très longue date. Au XIXe siècle, les Français se sont intéressés au bouddhisme et les Allemands à la tradition indienne de l'hindouisme. Et alors pour des raisons qu'on peut tout de suite comprendre. Les Allemands, avec la notion de race et tout ça, ont essayé de trouver quelque chose de ce côté-là. Les Français, avec l'idée des Lumières, des droits de l'homme, de toute cette vision-là, ont trouvé dans le bouddhisme qu'il y avait cette perspective universelle, puisqu'il y a un bouddhisme dans tous les pays. Alors se sont intéressés, donc se sont répartis. Il y a une sorte de répartition que vous voyez sur l'hindouisme, c'est quasiment tous les grands textes sont des textes allemands, et les textes bouddhistes, jusqu'à encore, maintenant je crois que c'est un peu fini, mais jusqu'à quelques années, les Américains traduisaient encore. Kerouac traduit les textes français, il parle français, et il traduit les textes français pour avoir l'accès au bouddhisme. Et jusqu'à encore 15 ans, les Américains lisaient Lavallée Poussin, qui était ce grand penseur, enfin ce grand traducteur de textes bouddhiques. Donc il y a une longue histoire de la France avec le bouddhisme, une grande acquaintance qui date d'il y a longtemps. Alors on a deux questions, je vais passer mon micro. Oui, j'ai un petit peu de mal à poser une question, alors je vais simplement vous dire trois idées, et je vous propose de me faire part de vos réflexions sur ces trois choses. La première, c'est la définition de la conscience en Occident et selon le bouddhisme. La deuxième,
ça y est, j'ai oublié. On va revenir. La deuxième, c'est le bouddhisme et la science, c'est-à-dire comme voie de la connaissance. Mais je la relie à la science de mon point de vue, mais j'aimerais avoir votre point de vue là-dessus. Et l'autre, que j'ai oublié, Fabrice peut déjà répondre. Oui, je voulais qu'il choisisse, voilà. Voilà, je vais répondre à la deuxième question parce que je suis incapable de répondre à la deuxième question. Donc, ça, c'est le rapport entre la science et l'Église. Je ne suis pas compétent. C'est quelque chose, je n'ai pas de compétences, ça ne m'a jamais particulièrement parlé. Donc, sur la première question, elle est d'une difficulté extrême. La conscience ou l'esprit, pour l'Occident, est en général, je caricature, c'est plus subtil après, mais je caricature, on a tendance à penser que la conscience ou l'esprit est un phénomène mécanique qui se situe entre nous, qui se situe là, en gros, là-dedans. Et dans le bouddhisme, la conscience ou l'esprit, c'est l'espace. Ça, c'est le même phénomène. La conscience, c'est l'espace. Alors, pour nous, c'est quasiment invraisemblable, parce que, souvenez-vous, peut-être, si vous avez été en terminale en philo, la base qu'on apprend chez Descartes, il y a la substance pensante et la substance étendue. La substance pensante, c'est là, et la substance étendue, c'est le monde matériel, c'est l'espace. L'espace, c'est matériel, l'esprit est spirituel. Dans le bouddhisme, c'est tout à fait l'espace, c'est la pensée, c'est la conscience. Et alors c'est un vrai casse-tête. Je dirais, au moins, si on en reste à ce casse-tête-là, ça sera d'autant mieux qu'on n'aura pas l'impression d'avoir compris trop vite. Et dès là, on se dit, ah là, ça veut dire que l'esprit dont parle le bouddhisme, c'est pas la même chose que l'esprit dont parle l'Occident. Que c'est pas le même... j'ai pas envie d'aller dans quelque chose de trop technique et trop compliqué, mais l'expérience qu'on fait dans la pratique, c'est qu'il y a un sens de présence ouvert, vous pratiquez, vous vous posez, il y a un sens de présence, et vous avez l'impression, vous faites l'épreuve que l'espace est vivant, que la pensée n'est pas votre pensée, mais qu'il y a une présence qui est animée, connaissante et chaleureuse. Dans les textes, on insiste toujours, cette présence est à la fois intelligence et à la fois chaleur. Et c'est une pensée très surprenante, c'est une pensée, vous voyez, qui ne part pas de la subjectivité comme Descartes la pose. Et je pense donc je suis, qui fonde la subjectivité en Occident, et qui conduit Hegel à dire enfin, avec Descartes, nous avons touché la terre ferme. Avant Descartes, l'Occident manquait de terre ferme parce qu'on n'a pas la subjectivité. Mais avant Descartes, on n'a pas la subjectivité. Et le monde bouddhiste est un monde qui vit hors la subjectivité. Or, notre compréhension de la conscience est entièrement marquée par la subjectivité. Est-ce que c'est légitime ? J'ai un doute. Moi, ce qui m'intéresse dans la méditation, c'est qu'elle me montre une expérience de la réalité, de ma manière d'être, de ma manière d'être en rapport au monde, où ce n'est pas d'abord la question de la subjectivité qui est centrale. On est très troublé quand je dis ça, parce qu'on dit, mais alors c'est quoi ? C'est-à-dire qu'on n'existe pas ? Pas du tout. Vous existez, mais vous n'avez pas besoin de subjectivité pour exister. Les Grecs n'ont pas de subjectivité pour exister. Les Romains n'ont pas de subjectivité pour exister. Donc il y a plein et puis tous les peuples de la Terre, à part les Occidentaux, n'ont pas besoin de penser la subjectivité pour... Donc voilà quelque chose que je peux répondre sur cette notion de conscience, tout en ayant absolument conscience que je peux juste vous donner quelques éléments plus troublants qu'éclairants, mais voilà, je me dis c'est déjà une manière d'essayer de voir la très grande révolution de pensée que peut nous emmener la tradition bouddhique. Maintenant, c'est passionnant, car une partie de la pensée de pointe du XXe siècle va tenter de sortir de la subjectivité comme la pensée Descartes. C'est clairement tous les grands poètes du XXe siècle qui pensent « je est un autre ». Donc on peut dire que Rimbaud, « je est un autre » essaye de penser à un autre rapport de l'esprit humain et de la conscience que la subjectivité. C'est tout le travail de la phénoménologie. Et donc il y a plein de courants en Occident. Et en scientifique, la chose que je peux dire sur la science, moi, la personne qui m'a appris à méditer s'appelle Francisco Varela, qui est un grand scientifique,
Donc c'est lui qui était vraiment comme papa en méditation, qui m'a guidé. Lui-même montrait que la science, avec toute cette notion d'énaction, était une notion qui faisait qu'il fallait sortir de la subjectivité pour comprendre, par exemple, la vision. Il a travaillé beaucoup sur la vision, en essayant de montrer un autre rapport à la vision. Donc voilà ce que je peux dire sur la science. Et donc on voit là comment le monde, la pensée bouddhique, rejoint des questionnements profonds de l'Occident. Ma conviction profonde, c'est que le bouddhisme et la méditation n'auraient pas de sens comme elle les présentait à une autre époque que la nôtre. Mais il y a quelque chose qui, en Occident, a préparé la venue de cette tradition et qui a besoin de cette vision de la tradition. De ce point de vue-là, je ne pense pas le bouddhisme comme une tradition orientale qui viendra en Occident, mais comme quelque chose qui répond à un élément de crise de l'Occident. L'Occident avec une crise très profonde au XIXe siècle, avec Marx, Nietzsche, Freud, c'est à partir de là que la tradition bouddhiste a un sens. Je ne vois pas comment elle aurait pu venir avant. Donc voilà. Et donc, dans cette remise conjointe qu'ils ont de la conscience, comme elle était pensée avant, et comme, bizarrement, nous continuons, malgré tous les changements de représentation scientifique, poétique et philosophique, de continuer à vivre en nous pensant comme un sujet séparé, ayant une conscience dans la tête. Merci. Il y avait une autre question, je crois, Catherine. C'est simplement, parce que c'est intéressant, qui étaient les premiers méditants, finalement? Ça a commencé... En France? En Occident? En Orient, enfin, en Inde. Est-ce que c'était en Inde? Avant Bouddha? La méditation, comme manière de travailler avec son esprit avant Bouddha, c'est quelque chose de très commun. Tout le monde a un rapport à une dimension spirituelle, qui est une dimension de travail sur son propre état d'esprit. Ça, c'est vraiment... c'est presque une donnée de base de la culture, mais de la culture indienne. Mais si vous voyez les sculptures égyptiennes, vous avez des tas de gens dans une posture de méditation. Et on voit que que l'idée de se poser en silence et d'essayer d'être en rapport à un sens de présence se retrouve dans toutes les cultures. Alors après, ça prend une teinte particulière dans la tradition bouddhique, mais ça s'est développé beaucoup en Occident. On a oublié aujourd'hui, mais je pourrais vous parler de toutes les formes de méditation qui ont existé en Occident et qui sont très nombreuses. Et Fabrice, moi ça m'intéresse beaucoup parce que moi j'ai le souvenir évidemment très superficiel, mais quand vous parlez de la civilisation égyptienne, grecque, romaine, à aucun moment on évoquait de pratiques ayant trait au fait de s'asseoir, se mettre à l'écart, de méditer. Et j'ai l'impression, pour moi, que la première chose qui ressemblait à la méditation, c'était les oraisons des chrétiens, beaucoup plus tard. Donc tu as une position différente par rapport à ça. Oui, mais déjà même que tu connaisses l'oraison, je suis sûr qu'on se demandait qui connaît ici l'oraison et les formes d'oraison. Il y a très peu de gens qui connaissent. On présente le christianisme, très peu de gens connaissent l'oraison sans forme et toutes les modalités que ça a. Donc, ce qui se passe beaucoup, c'est que qui parle de ça? Les historiens ne parlent jamais de ça parce qu'ils ne connaissent pas. C'est comme si on parle de l'art au XXe siècle, que je connais mieux. On parle de l'art au XXe siècle. Personne n'explique dans les livres que presque tous les grands artistes du XXe siècle ont un travail entièrement pensé dans une perspective spirituelle. Comme un historien de l'art connaît rien en spirituel, à la rigueur on dit Kandinsky a écrit du spirituel dans l'art, puis c'est tout. Puis on ne vous dit pas que quasiment tous les grands artistes du XXe siècle, à peut-être 2-3 exceptions près, font une réflexion spirituelle d'une intensité, d'une profondeur absolument unique. Donc on ne le dit pas parce que les historiens ne connaissent pas, il faudrait qu'ils fassent déjà des cours sur la spiritualité, des cours sur la méditation pour qu'ils comprennent l'intuition. En plus, ce qui est tout à fait étonnant, c'est que la plupart des artistes ont une intuition qu'ils n'arrivent pas forcément à dire. Quand on pense que Mondrian, le seul livre de chevet, c'était le livre de Mme Blavatsky, qui semble très confus, alors on se dit, il était un peu naïf, Mondrian. Pas du tout. Mondrian, en lisant ça, il fait une expérience qu'il essaie de dire comme il peut, avec les moyens du bord. Mais c'est une expérience profonde. Pour l'Égypte, on le voit, si on regarde vraiment attentivement les représentations, qu'on voit plein de gens assis dans une posture qui ressemble profondément à la pratique de méditation. Dans le monde grec et romain, il y a tous les exercices de présence, dont maintenant un peu Pierre Hadot a parlé, dont Pierre Hadot nous a un peu montré. Après, il faudrait parler par exemple du rapport au corps des Grecs. Alors là, si on commence à parler à partir des Grecs du rapport au corps, on se rend compte
la présence que veut dire leur rapport au corps. Ils n'ont pas du tout le dualisme que nous avons entre le corps et l'esprit. Ils ont un rapport, il suffit de voir une sculpture grecque, de voir la présence corporelle qui se montre. Donc quel rapport ils ont à leur corps pour pouvoir avoir cette entente-là, qu'on trouve dans les textes, qu'on voit dans une sculpture. Et si vous allez un jour au musée, faites bien attention, regardez des sculptures grecques et ne les confondez pas avec les sculptures romaines. Chez les Romains, quelque chose se perd de cette présence-là. Ça devient déjà un peu une image. Mais chez les Grecs, la présence d'une sculpture, vous dites, mais d'où vient cette présence absolument unique? Et elle vient d'une entente très profonde qu'a à voir avec une expérience méditative. Alors après, il y a plein de choses qu'on ne sait pas, c'est absolument clair. On n'a pas d'idée de ce qui se passait il y a plein de choses qui nous manquent. On a les textes de Platon, par exemple, mais on a les textes de Platon, on n'a absolument aucun des cours qu'il demande. Et chez Aristote, on a tous les cours, mais on n'a aucun des textes qu'il a écrits. Donc il y a plein de choses qui nous fait défaut et qu'on peut pressentir. Donc voilà quelques éléments. Alors, ce n'est pas forcément des formes de méditation exactement comme celles qu'on voit de la tradition bouddhiste, mais c'est des manières d'être en rapport à une présence, au corps, à une unité de l'être, à un travail avec ce que nous sommes, qui a énormément d'analogies. Je ne veux pas faire un syncrétisme qui ne serait pas juste, mais voilà, il y a des traditions de rapport à la présence. Ça se voit, en plus on le voit dans l'histoire. On voit des tas d'époques où on voit que ce rapport à la présence est absolument central. Mais pensons à toute architecture sacrée, quel rapport elle a à un sens de présence, d'où ça vient, d'où est cette entente-là. Merci beaucoup. D'autres questions? Oui. Est-ce que c'est possible de décrire votre technique, notamment par rapport à la pleine conscience, pour voir les comparaisons entre un samatha, une persona, Moi, j'ai pas envie parce que tout le monde qui vient là n'a pas forcément envie d'avoir une instruction guidée. Comment le faire sans faire une instruction guidée? Donc, soit si vous avez des questions vraiment précises, je peux essayer d'y répondre. Sinon, écoutez le coffret et vous verrez l'approche que je peux avoir. Ou alors, peut-être poser une question plus précise, mais là, Si on rentre plus précisément, il y a dans la tradition comme quoi il faut rentrer dans le jhana pour atteindre justement, pour faire du vipassana. Alors, c'est très technique, hein, oui. pas. C'est quelque chose que vous avez évoqué tout à l'heure. Je crois pas. Moi, je crois pas. Là, c'est vraiment une question très difficile, très technique, très complexe, mais je ne crois pas. Mais parce que je viens peut-être d'une autre tradition. Je suis désolé, là, on va un tout petit peu technique pour quelques minutes, mais je ne crois pas, et je crois... Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'on a une culture occidentale qui fait que ça n'est pas vrai, mais je peux juste dire que ça n'est pas vrai. Dans l'expérience que je peux faire, dans l'expérience que je peux avoir en enseignant la méditation, puisque c'est une des tâches principales, je crois que c'est même très dangereux. Parce que si on essaye de penser qu'il faut d'abord atteindre certains états de paix avant d'avoir cette conscience, cette pleine conscience, cette ouverture, on finit par revivre la méditation comme un nouveau chemin avec des carottes et des bâtons, et comme des nouveaux états qu'on doit atteindre. J'ai atteint ça, j'ai atteint ça. Et je pense que pour notre psyché, c'est tout à fait pas juste. Que je crois que si la méditation a un sens, c'est d'arrêter le totalitarisme, de devoir toujours être meilleur, et de toujours devoir s'améliorer, de toujours devoir être plus efficace. Partout, il faut être plus efficace. Moi, ce qui me touche dans la méditation, c'est qu'on arrête cette lutte constante pour plus d'efficacité, que vous avez le droit d'être tel quel. Et là, vous touchez un sens de présence inconditionnel. Donc, si vous voulez, d'un point de vue technique, c'est absolument indiscutable que je suis marqué par le mantra de Dzogchen et que la méditation que j'enseigne est marquée par cette perspective-là. C'était vraiment, excusez-nous, c'était juste une réponse un peu. Dialogue d'experts. D'autres questions? Non, juste une petite réflexion. D'abord, merci pour vos éclairages, mais quand vous parliez tout à l'heure de la liberté, moi j'aimerais juste, par exemple, savoir les petites poches et les instants dans lesquels vous pouvez rentrer dans la pratique. Est-ce que, si par exemple, cette séance qu'on fait là ce soir, on faisait ça le matin, et justement j'aimerais que vous parliez des espaces et du temps pour accéder à la méditation. Est-ce que vous avez beaucoup d'influence aussi avec les éléments comme nous ressentons sur le soir, sur la lune, sur le matin, la disponibilité qu'on a justement à cette clairvoyance et à cette ouverture? Est-ce que vous pouvez nous donner des petites, vos attitudes par rapport aux instants justement pour entrer dans la pratique? Je ne vous demande pas d'une méthode là, c'est simplement quels sont vos points de vue par rapport aux instants. Parce que pour moi c'est
c'est quelque chose de très décisif justement pour rentrer sur la clairvoyance, les instants du matin, du soir, du midi. Est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous pouvez nous donner des idées là-dessus? Je pense que vous avez raison d'avoir un sens que la présence implique d'être sensible au fait que toutes les heures ne sont pas les mêmes, que tous les lieux ne sont pas les mêmes, qu'une heure particulière a une résonance particulière et qu'un lieu particulier a une résonance particulière. Donc, je crois que entrer dans le chemin de la méditation, c'est être sensible à ça, sensible à où vous entrez, à la résonance poétique de chaque heure et de chaque moment. Ça, c'est le premier point. Et l'autre point, dans le même temps, la pratique de la méditation, c'est la singularité de la voie bouddhiste sur d'autres voies, nous invite à travailler avec toutes les situations possibles. Donc, de ne pas chercher forcément la situation la plus favorable, mais quelle que soit la situation, de nous relier à elle. La méditation ne consiste pas à essayer d'atteindre un état de paix, elle nous invite et nous apprend à travailler avec tout ce qui survient, y compris la confusion, l'angoisse, l'émotion. Elle ne met pas de côté l'ombre, elle ne nie pas l'ombre comme notre temps, elle sait qu'il n'y a de lumière réelle que pour autant qu'on ait un rapport aux ombres. La méditation que vous enseignez, c'est une méditation guidée. Mon travail, alors, moi j'ai fondé l'école occidentale de méditation après un long chemin, il y a quelques années. Je trouvais que c'était bien d'essayer de faire école occidentale de méditation, que ça disait bien. Et école, parce que vous savez, le mot école, c'est le mot scolé, c'est le mot de la liberté, c'est le mot du loisir. Maintenant, les gens savent plus ça, que l'école, ça veut dire la liberté. Mais l'école, c'est la liberté, parce que vous n'êtes pas soumis à la nécessité. Vous avez la possibilité de travailler sur vous-même, d'apprendre et de comprendre. Donc je trouvais que c'était bien que de fonder quelque chose qui s'appelle l'école occidentale de méditation. Alors dans l'école occidentale de méditation, par exemple, j'enseigne tous les mercredis. Je fais une méditation guidée. Et dans la méditation guidée qui dure 45 minutes, je parle peut-être, je sais pas, un quart d'heure. Et pas forcément au début. Je parle un peu, peut-être l'espace, selon ce que je sens de la situation. Puis les gens posent des questions. Puis après, je donne un enseignement sur un thème particulier, qui peut être aussi bien la peur qu'un poème de Rilke. Donc, ça dépend mais qui soit toujours une manière, c'est de pointer quelle est la présence dont on parle de la méditation. Et puis j'organise de très nombreux séminaires. Et dans les séminaires, c'est un peu pareil. Genre, tous les matins, je donne une méditation et j'essaie de trouver une progression parce que la méditation c'est immense. C'est un continent. Les gens voient souvent qu'une rive, mais c'est un continent. La richesse de comprendre comment travailler avec son esprit, travailler avec les sensations, travailler avec les émotions. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, ça fait 25 ans que je pratique. Et c'est toujours une découverte et je suis un débutant complet dans la pratique de la méditation. C'est étonnant. Comme il n'y a rien, c'est simple, il n'y a rien qu'on peut accomplir, et pourtant il y a toujours à réapprendre à le faire. Mais après, les gens pratiquent en silence. Donc je pense que c'est bien. Bon, moi j'ai toute une liste de questions, mais l'heure va passer, je vais t'en poser une qui m'importe, puisque, comme tu le sais, je suis médecin, psychiatre, et j'aime aider mes patients lorsqu'ils le souhaitent à s'apaiser, à se pacifier. Et toi, tu nous parlais tout à l'heure des risques d'intoxication dans le calme et dans la paix, par le calme et par la paix. Donc, est-ce que tu pourrais nous préciser un petit peu ce que tu entendais? C'est très simple, c'est l'idée, par exemple. Je prends un exemple un peu caricatural. Votre compagne ou votre compagnon se trouve dans une forme de détresse qui peut prendre un visage un peu exagéré. Il ou elle pleure. Et vous dites, non, moi je suis calme, je reste zen. Elle est juste confuse. Il est juste confus. Moi j'ai vu ça plein de fois. Et ça, c'est une manière d'être intoxiqué par la paix. Vous restez dans la paix et ça crée comme une sorte de barrière qui vous empêche de ressentir ce qui se passe. Et je crois que c'est important
voilà, que la paix ne devienne pas, il y a bien une sorte de paix dans la méditation, c'est indiscutable, mais le grand danger serait que la paix devienne, qu'on la recherche. Et alors vous voyez, vous entrez dans, au fond, si la paix, vous la recherchez, parce que la méditation que vous avez d'expérience de paix, vous voulez grâce à la méditation retrouver l'expérience de paix, vous êtes dans une lutte pire qu'avant. Elle est peut-être parce que vous êtes tout le temps inquiet que vous allez perdre la paix. Donc au fond, la vraie paix n'est pas une paix qui s'oppose à la lutte, c'est une paix qui est au-delà de la paix ordinaire et de la lutte ordinaire. Et si la méditation a une leçon à nous apprendre, c'est sortir de l'opposition entre là je suis paisible, là je suis... Et quand on regarde la vie des grands pratiquants de la tradition, plus ils pratiquent, plus c'est pas le confort 5 étoiles, plus au contraire, ils ont des défis. Ils ont des défis, pour que la présence devienne plus vive, plus éclairante. Je viens juste de lire un autre livre de Jack Canfield, et il raconte que dans une pratique, il y a une mouche qui s'est posée sur son nez. Et comme il raconte tout le temps dans ses enseignements qu'il faut faire l'épreuve de ce qui vient, il s'est dit pour une fois, peut-être je vais quand même essayer de faire ce que je dis à mes étudiants, et il a décidé de ne pas bouger pendant que la mouche est sur son nez. Ça a duré un quart d'heure. Ça a été un supplice. Et il dit, jamais j'ai été une telle intensité de présence. Donc s'il allait chercher la paix, il enlève la mouche, j'ai la paix. Mais en acceptant l'expérience désagréable de la mouche, il a vu qu'on peut avoir une plus grande présence. Et je crois que c'est ça la méditation. Parce qu'on ne peut pas de toute manière trouver une paix qui va nous carapassonner contre la souffrance, contre la perte de gens qu'on aime, mais si on a l'espace ouvert de la pratique, alors tout aura une autre tonalité. Et je crois que la méditation ne parle pas d'une présence qui s'oppose à un état de confusion, mais qu'il y a une manière de ne plus avoir peur de la confusion, de savoir que la vie, c'est des hauts et des bas. Shogun Tong parle d'une très belle image, il dit que la méditation, c'est comme une roue qui nous met en rapport à la roue de l'existence, à tout ce que nous expérimentons. Donc je crois que c'est une plus grande conscience de ce que nous vivons que donne la méditation, plutôt que d'avoir un état de paix où on risque de s'y accrocher et de perdre confiance. Voilà, disons, la perspective qui, je comprends, est assez... voilà, qui est une approche. Merci beaucoup Fabrice pour ta présence.